Dose d'économie. Et une première intergalactique, Nicolas, bonjour. Bonjour. Une première en tout cas dans l'opinion française. Le baromètre mensuel Odoxa, AJP, BFM Business publié ce matin nous dévoile un changement marquant des Français vis-à-vis des entreprises. Le suspense est intenable. De quoi s'agit-il ? Il ne faut pas taxer plus les entreprises pour réduire la dette et le déficit. On n'avait jamais vu l'opinion être majoritaire, bon, 51%, c'est pas le Pérou, majoritaire dans l'idée qu'il ne faut pas taxer plus les entreprises pour réduire le déficit et réduire la dette. Et la même question en septembre 2024, la même question. Là, on a 51% qui sont contre le fait de taxer les entreprises. Ils étaient 43% seulement à être contre. C'est-à-dire que le retournement d'opinion par rapport à l'idée que c'est en prenant de l'argent aux entreprises qu'on règle les problèmes est absolument fascinant. Il y a une autre réponse que j'ai trouvée très inhabituelle. 58%, donc là une assez plus forte majorité quand même, presque 6 sur 10, répondent que oui, pour réduire la dette et le déficit, il faut réduire les aides sociales. Il se trouve que c'est probablement une conclusion qui va renforcer Laurent Wauquiez dans la démarche qu'il a annoncée cette semaine à BFM TV de déposer une proposition de loi, les Républicains, pour aller vers une allocation sociale unique, mais plafonnée à 70% du SMIC. Ça veut dire une allocation à 98 € par mois et pas... Enfin, 998 € et pas 999, voilà. Bon, à mon avis, politiquement, je pense que ça ne pourra pas aboutir, mais en tout cas, c'est l'objet d'une proposition de loi. L'idée, c'est de fusionner les minima sociaux qui sont fusionnables. Il y aurait effectivement un effet simplification dans une telle démarche. Et puis après, alors la question et la réponse qui ne changent pas, pour réduire la dette et les déficits, 76% pensent qu'il faut aller taper les riches. C'est un classique. Ils ont été exaucés, puisque dans le budget, je rappelle qu'il y a la CDHR qui voit le jour, la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui s'ajoute à une première surtaxe d'impôt sur le revenu qui date de 2011, Fillon-Sarkozy. Là, c'était la CEHR. C'était exceptionnel. Bon, 15 ans après, l'exceptionnel est toujours là, mais c'est la fiscalité et c'est la France. D'ailleurs, au passage, quand on parle d'injustice fiscale, on parle de la France, pays libéral, qui serait enquistée dans les inégalités. Je rappelle quand même que 10% des ménages les plus riches apportent à eux seuls 70% de la recette d'impôt sur le revenu, ce qui veut dire que 4,1 millions de ménages versent tous les ans en impôt sur le revenu 60 milliards d'euros. Que récemment, la Direction générale des finances publiques a actualisé ces chiffres. Vous prenez le sommet absolu des plus riches en France, les 40 700 foyers les plus riches, à eux seuls, ils versent 11 milliards de recettes d'impôt sur le revenu. Quand on dit qu'il n'y a pas de progressivité et que les riches échappent à l'impôt, bon. Et encore une fois, l'écart de revenus, les revenus, le côté monétaire, entre les plus riches et les plus pauvres, après distribution des revenus, il est de 21. Quand sont passés par là tous les mécanismes de redistribution français, la fiscalité, les transferts sociaux et les apports des services publics avec beaucoup d'éléments gratuits pour les moins favorisés, l'écart qui était de 21, il tombe dans une fourchette entre 1 et 3. Donc la France est le pays le plus redistributif au monde, il faut toujours le rappeler. La France redistribue. Bon, quelle conclusion on peut tirer, pardonnez-moi cette expression, du virage de l'opinion qui semble être visible dans ce baromètre mensuel Odoxa, sur le fait que il ne faut pas plus taxer les entreprises pour réduire notre dette. Je me dis qu'on sert peut-être à quelque chose, qu'à force de répéter, de rabâcher éternellement les mêmes choses, à force d'essayer de montrer dans l'économie qu'il y a ce qui se voit, l'évidence, l'espèce d'instinct, et puis ce qui ne se voit pas, ce qui ne se voit pas finit peut-être par se voir. Voilà. Et donc c'est plutôt rassurant. La richesse, il faut la créer avant de la redistribuer. Ça paraît tellement basique. Mais il faut dans cette réponse, il y a quand même l'idée de se dire, oui, il va bien falloir créer de la richesse pour la redistribuer. Ça veut dire qu'une majorité des gens considèrent désormais que c'est dans l'entreprise qu'il y aura de l'investissement et de l'innovation, qui sont, je le rappelle, les deux seuls moteurs d'une économie. La consommation, c'est un bulldozer qui est derrière et qui pousse. Ce qui tire l'économie vers le haut, c'est bien l'investissement et l'innovation. Ce serait donc dans l'entreprise que ça se passe. Et les emplois, ce serait dans l'entreprise qu'on pourrait les trouver. La fabrique de la croissance, ce serait par les entreprises. Le pouvoir d'achat qui vient du travail avec un salaire versé tous les mois, ça viendrait des entreprises. Ça veut dire que, c'est ce qu'on disait hier, taper une entreprise, on se dit, c'est bon, c'est l'entreprise qui paye. On commence à comprendre que si on taxe l'innovation, si on taxe l'investissement, si on taxe le travail, en fait, à l'arrivée, c'est toujours la personne physique qui trinque. Une entreprise qui est trop affaiblie par la pression fiscale, elle va peut-être être contrainte de monter ses prix. Qui paye à l'arrivée ? Le consommateur. Une entreprise qui est trop
écrasés par la pression fiscale et qui cessent d'embaucher, voire qui débauchent, qui trinque à l'arrivée? Celui qui a paumé son emploi. C'est toujours la personne physique qui paye à la fin. Tout d'un coup, on prend conscience que si on continue à avoir le record d'impôts sur la production, d'être le pays qui tape le plus fort fiscalement sur la production, ça revient à appuyer sur le frein. Ah ben oui, c'est marrant, dans ces cas-là, ça freine l'innovation, ça freine l'investissement, ça freine la croissance, ça freine les embauches, ça freine le pouvoir d'achat. Et effectivement, ça met les finances publiques dans une situation absolument désastreuse. Eh bien, je trouve ça assez rassurant de voir qu'à force, il y a ce genre de messages qui finissent par infuser dans l'opinion. Et je me dis qu'en voyant cette enquête au Doxa AGP, la CGT et Sophie Binet ont un peu de soucis à se faire. Moi, je vais reprendre l'expression que vous m'avez dit très matinalement ce matin. On ne pisse pas dans des violons. Mais de temps en temps, on a l'impression qu'effectivement, on n'est pas toujours en train de pisser dans un violon.